contre la quatrième vague de la Covid-19 en RDC, particulièrement du variant Omicron. Le renforcement des mesures existantes annoncé ce dimanche par le ministre des Communications et Médias. Il s'agit entre autres de la recommandation à la vaccination à la population. Brazzaville, tripartite présidentielle RDC, Congo-Brazza et Angola. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu ce lundi 6 décembre pour la signature du protocole de collaboration énergétique entre les trois pays. 5 décembre 2013, 5 décembre 2021, 8 ans jour pour jour que décédait Nelson Mandela à l'âge de 95 ans depuis son domicile à Johannesburg. Modèle de lutte contre l'inégalité sociale en Afrique, il a laissé un héritage politique important pérennisé par la fondation qui porte son nom. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Merci de nous renouveler votre confiance. À la une de l'actualité, lutte contre la quatrième vague de la Covid-19 en RDC. Le gouvernement a réactualisé les mesures de prévention pour protéger et rassurer la population. C'est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui l'a annoncé ce dimanche. Regardez. Suite à une légère progression des cas de Covid-19 en République démocratique du Congo, à l'apparition du nouveau variant Omicron en Afrique australe et à la recrudescence de la pandémie dans plusieurs pays du monde. Les mesures de prévention suivantes ont été mises à jour et renforcées. Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, impliquant la prise de la température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. Les stricts respects de la distanciation physique en tout lieu. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test Covid-19 PCR négatif réalisé en dehors 72 heures du départ dans les pays d'origine ou de provenance. Pour tout accès sur le territoire national, les voyageurs doivent être soumis au test PCR Covid-19 et ou antigénique rapide réalisé par les services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Particulièrement pour les voyageurs en provenance de pays à haute circulation de Covid-19. Un test RT-PCR rapide réalisé aux frontières est strictement obligatoire. La stricte application du couvre-feu de 23h à 4h du matin est à renforcer. Dans les transports publics, tous les passagers devront être assis avec l'exigence de porter les masques et de respecter les gestes barrières. À l'intérieur de marchés publics, l'entrée est subordonnée à la prise de la température corporelle, au lavage de mains à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque. Les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions après funérailles, anniversaires, rencontres sportives, concerts, etc., se déroulant dans un espace extérieur ou privé ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. Les veillées mortuaires dans les funérariums et ou à domicile sont strictement interdits. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu lundi à Brazzaville pour participer à une réunion tripartite RDC-RC-Angola. Les trois chefs d'État, Joao Lourenço, Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi vont signer un protocole énergétique entre leurs pays respectifs au hall du Palais du Peuple à Brazzaville. Pour rappel, la RDC et l'Angola ont signé un protocole d'accord le 25 septembre dernier à Luanda sur l'exploitation du brut pétrolier dans le bloc 14 situé dans la zone d'intérêt commun après d'intenses négociations.
toujours à Brazzaville, après la tenue des grandes commissions mixtes RDC-Angola et RDC-Namibie, la ville se prépare pour la tenue de la 12e grande commission mixte RDC-République du Congo. Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale de la RDC, et son collègue Denis Christel Sassou Nguesso ont échangé à Brazzaville à ce sujet. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République du Congo sont au beau fixe. L'heure est à la préparation de la 12e grande commission mixte RDC République du Congo qui se tiendra à Brazzaville dans les tout prochains jours. Le sujet était au centre des discussions ce samedi 4 décembre 2021 à Brazzaville entre Maître Didier Manzenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale et coopération internationale de la RDC, et Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la coopération internationale de la République du Congo. Dans le cadre des préparatifs de la 12e session de la grande commission mixte entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, il est important que nous puissions nous voir ici, échanger, discuter et surtout de voir aussi nos agendas pour fixer la date, que les experts peuvent commencer à travailler et programmer aussi une journée dont nous allons siéger en Conseil des ministres pour prendre des décisions à ce qui concerne la grande commission mixte qui sera organisée ici à Brazzaville. La tenue de la 12e grande commission mixte RDC République du Congo traduit la volonté de raffermissement des liens d'amitié, de coopération et de fraternité qui unissent les deux pays et qui caractérisent leur politique de bon voisinage. Pour rappel, la 11e grande commission mixte RDC Congo-Brazzaville s'était tenue du 21 au 24 janvier 2008 à Kinshasa. Ces assises s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord général de coopération signé le 14 mai 1974 entre Kinshasa et Brazzaville. Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès pour l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation le lundi 13 décembre prochain. Ce discours permet au président de la République de faire un état des lieux sur la marche du pays. Il s'agira cette année du 3e discours de Félix Tshisekedi sur l'état de la nation depuis son élection à la magistrature suprême. Le cardinal catholique Fridola Ambongo a regagné Kinshasa dans l'après-midi de ce dimanche après plus d'une semaine passée en province du Haut-Uélé avant de clore son pèlerinage en mémoire de la bienheureuse Anouarité Nengapeta. L'archevêque de Kinshasa a dû faire le tour de l'entité pour palper du doigt l'élan de développement dans cette province sous le leadership du gouverneur Christophe Bassiani-Nanga. À la tête de cette imposante délégation de députés et sénateurs catholiques venus en pèlerinage de la bienheureuse Anouarité Nengapeta, le cardinal Ambongo n'a pas hésité de visiter les différents chantiers amorcés par le gouvernement Bassiani-Nanga, notamment ici sur ce tronçon Bolé-Bolé-Mambati, où il a décidé de briser le silence. Ce que j'ai vu, je serai le premier à en témoigner. C'est aussi à cause de ça que je suis venu jusqu'ici. Ces gens d'initiative, j'ai vu dans très peu de provinces. Voir qu'il est convaincu, qu'il est déterminé à aller de l'avant, je ne peux que l'encourager et demander au peuple de Dieu de le soutenir par leur prière. Bien avant, l'archevêque de Kinshasa fait escale, notamment ici au port de Bolé-Bolé sur la rivière Nepoko, pour bénir ses habitants venus l'accueillir, tout comme ici à Gombe en chefferie Wadimbissa, où est érigée cette super structure métallique pour abriter la paroisse catholique de la contrée. Ce dimanche matin, le prélat s'emploie à célébrer sa dernière messe de la série, ici en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, pour saluer l'implication des uns et des autres à la réussite de ce pèlerinage, qui reste une première depuis les martyrs d'Anouarité en 64. Pour l'autorité provinciale, cette édition, qui a connu la participation de personnalités telles que la première dame du pays, Denise Nyankiro Tshisekedi, sonne comme un éveil pour la restauration de la mémoire de l'illustre disparu, dont la canonisation reste l'ultime étape.
Autre séjour, celui du ministre de l'Industrie à Goma, à l'est de la RDC, c'est pour aller participer au 2e congrès de son parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo Burek à l'aéroport de Goma. Julien Paluku a adressé un message de solidarité aux populations du Nord Kivu et de l'Ituri en proie à l'insécurité et aussi un message de soutien aux forces armées de la RDC. Pacheco Kavundam. Il est 11h25 heure locale lorsque l'avion transportant le ministre congolais de l'Industrie s'immobilise à l'aéroport international de Goma. Au pied de l'appareil pour son accueil, Karline Zanzou Kassivita, Jean-Marie Katokolio et autres hauts cadres du parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo Burek. Le Nord Kivu et l'Ituri, 2 provinces en état de siège, Julien Paluku n'a pas manqué d'adresser un message aux populations de ces 2 provinces et au FRDC. Je tiens à réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais, du président de la République, à pouvoir solidariser avec les enfants du Nord Kivu et de l'Ituri pour qu'on arrive à la fin de cette guerre qui n'a quitté au Kivu. J'ai suivi beaucoup de commentaires. La population a besoin de la paix, mais n'a pas besoin de savoir comment cette paix va arriver. Il faut donc qu'on laisse à l'autorité suprême, le commandant suprême, avec tout ce qui l'entoure, de concevoir les moyens d'arriver à cette paix tant souhaitée par la population de cette partie de la République. Julien Paluku Kaungia est également à l'est de la RDC pour participer au 2e congrès de son parti politique Burek qui s'éteindra dans la ville de Bukavu au Sud Kivu. C'est le tour de la province du Sud Kivu pour devoir recevoir tous les militants, tous les cadres du parti pour y organiser effectivement le 2e congrès de ce parti qui va déboucher sur le renouvellement des autorités du parti, mais également un congrès qui va déboucher sur les grandes options à lever par rapport à l'environnement politique actuel. De nombreux militants du parti Burek se sont aussi mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à leur autorité morale. Julien Paluku a été contraint de faire plusieurs mètres à pied afin de saluer ses militants. La ministre de la Formation professionnelle et métiers a procédé à la clôture des travaux de la revue sectorielle conjointe technique de l'éducation et de la formation organisée par le secrétariat permanent d'appui à la coordination du secteur de l'éducation SPACE en partenariat avec l'UNESCO, l'UNICEF, l'ENABEL ainsi que certaines représentations diplomatiques. Au cours de cette journée, Antoinette Kipoulou a plaidé pour les réformes innovantes dans ce secteur. En procédant à la clôture des assises consacrées à la revue sectorielle conjointe technique de l'éducation et de la formation, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou Kabenga, a dans son allocution passé en revue la situation de l'éducation en RDC qu'elle qualifie de canard boiteux et qui a tant besoin de réformes innovantes. Elle a, à cette occasion, remercier vivement les différents partenaires techniques et financiers qui contribuent sans relâche à l'amélioration du système éducatif congolais. Par ailleurs, se basant sur les 3 jours de réflexion sur le système éducatif congolais, Antoinette Kipoulou a déclaré que les réformes ont un caractère obligatoire et constituent une priorité pour chacun des sous-secteurs de l'éducation en RDC afin de relever les différents défis auxquels fait face les secteurs de l'éducation en général et dans la formation professionnelle en particulier. À la lumière des résultats, quoique partiels, qui nous ont parvenus, permettez-nous de remercier toutes les parties présentes à cette évaluation pour leur implication dans le succès de ces assises qui nous ont aidés à recadrer notre actions visant à atteindre les objectifs qui nous sont fixés en vue de la parfaite mise en œuvre de cette stratégie. Au nom du gouvernement de la République, la ministre de la Formation professionnelle a pris l'engagement de s'approprier de toutes les recommandations issues de ces travaux. Nous, en tant que gouvernement, promettons de ne ménager aucun effort pour les rendre opérationnels et trouver les moyens nécessaires pour leur mise en œuvre.
Lors de la cérémonie d'ouverture intervenue le 1er décembre, toujours à Rotana, Antoinette Kipulu, la ministre de la formation professionnelle, avait rappelé, en présence de son collègue de l'EPST Tony Mwaba, les ambitions qu'affiche son ministère et qui nécessitent l'appui de tous les acteurs du secteur en vue de rencontrer la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui n'est jure que par la formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée pour la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Démarrage en janvier des travaux de construction d'une station d'épuration des eaux usées dans la ville de Kinshasa. C'est ce qui ressort de l'échange entre la commissaire générale en charge de l'environnement et aménagement de la ville, Laetitia Benakabamba, et un groupe écologique français. L'entretien entre la commissaire générale en charge de l'environnement et aménagement de la ville, Laetitia Kabamba, et le patron du groupe Eco Global, Joachim Giacomoni, responsable des affaires publiques et internationales au service de l'assainissement francilien, a tourné autour de l'évolution des différentes phases de construction du centre, mieux d'une station d'épuration des eaux usées dans la ville de Kinshasa. Premier projet écologique et environnemental de ce genre qui aura lieu ici grâce à la volonté du gouverneur et de ses ministres qui ont soutenu le projet. Ici, on était sur la première étape de phase de terrassement du projet. C'est un projet qui, dès le janvier, va voir sa nouvelle phase de travaux commencer avec le remplissage des filtres, de géomembranes, d'agrégats et d'un réseau de tuyaux. Il faudrait favoriser le transfert des technologies et compétences, autrement dit, le renforcement des capacités des techniciens. La construction de cette station d'épuration des eaux usées sans odeur avec une capacité de production de 1300 mètres cubes par jour permettra de desservir une grande partie de la population dans cette métropole qui en a grandement besoin. Une mission saluée par le gouverneur de la ville, Jonty Ningobila, qui tient à répondre aux besoins des Kinois. Pour sa part, le responsable du groupe Eco Global a également salué le progrès qu'enregistre le pays dans ce secteur. La première phase sera terminée d'ici mai 2022. Les eaux usées des camions vidangeurs de la ville de Kinshasa. Ensuite, il y aura la deuxième phase qui ira plus loin sur le terrain. On répliquera exactement le même schéma, mais sur l'autre partie du terrain. Et avant cela, il y aura l'aménagement qui sera sur cette partie du terrain et ensuite l'autre partie du terrain. Et pour finir, une visite éclair du site où sera érigée la station a été effectuée en compagnie du premier citoyen de la ville, Jonty Ningobila, ainsi que la commissaire Laetitia Benakabamba, responsable de tutelle. C'est un message de paix et d'engagement politique pour l'amélioration des conditions de vie, non seulement des Kolwezi, mais du lualaba profond que Fifi Masuka a adressé à la population à la grande place de la tribune à l'occasion de son retour en province après quelques jours de travail intense à Kinshasa. Un résumé parfait de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Déjà dans la matinée, plusieurs lualabais se massaient à l'aéroport national de Kolwezi le samedi 4 décembre 2021 avec la seule soif, revoir Madame le gouverneur intérimaire. Malgré la chaleur, un soleil de plomb, toutes les structures politiques, celles de la société civile et les groupes folkloriques du lualaba rivalisaient d'ardeur pour chanter à l'honneur du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance témoignée à l'endroit de Fifi Masuka Saini pour la continuité de la gestion de la province du Cobalt. C'est dans la mi-journée que l'appareil transportant la femme numéro 1 du lualaba s'est posé sur la piste de l'aéroport national de Kolwezi. Tout le gouvernement provincial, les cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée de la nation étaient en nombre. L'UDPS, l'UNAFEC, l'UNC, FIDEC, BUREC, MLC, ACD, Ensemble pour la République, PALU, AFDC, ABD, MSR, PCSD, CCU et autres ont rempli les installations aéroportuaires de Kolwezi pour accueillir Masuka Saini pour un travail important de sa population. Face à la presse, l'autorité provinciale affirme obtenir les instructions du chef de l'État qui ne jure que par l'amélioration des conditions de vie de la population de tous les 5 territoires du lualaba. Le chef de l'État qui nous a reçus, qui nous a donné des instructions, en tout cas d'amour pour son peuple de lualaba. Il nous a instruits, il veut voir un peuple qui est en train de dormir sur les minéraux se réveiller aussi dans la joie. Pour quitter l'aéroport national de Kolwezi, Masuka s'est offert un bain de foule. Tout Kolwezi était en suspense. Une marée humaine d'une population remplie de joie d'assister au retour de celle qu'elle a surnommée Fifi Béton, la fille aînée de l'Union sacrée.
Le cortège gigantesque de Madame le gouverneur du Lualaba a quitté l'aéroport passant par la route nationale numéro 39 vers la tribune de la chaussée Laurent-Désiré Kabila. Chemin faisant, Masuka Saini était contrainte par la foule à marcher sur une distance d'environ 8 km. Une vigueur et une capacité de mobilisation naturelle de cette femme d'exception en qui les Lualabais trouvent leur compte grâce à une gestion orthodoxe. La première citoyenne du Lualaba remercie la foule pour l'accueil lui réservé et l'a sensibilisée à dénoncer les réseaux qui alimentent les poches d'insécurité dans la province et ceux qui se livrent au sabotage des ouvrages d'intérêt public qu'elle a initiés dans la province du Cobalt. Mise en place par le Conseil provincial des ministres du Olomami, la commission chargée d'examiner les cahiers de charges des entreprises minières s'est réunie pour cette fin. La dite commission a donné un moratoire de 4 jours aux miniers, faute de quoi certains n'auront pas de place dans la province pour exercer leurs activités. Instituée par le Conseil provincial des ministres pour examiner les cahiers des charges des entreprises minières œuvrant dans la province du Olomami, la commission interministérielle, sous la coordination du ministre provincial des Mines et Tourisme, l'ingénieur Arsène Moukadikin Tuntanki, à travers l'accompagnement de ses services techniques, la division provinciale des Mines et Géologie et les SAEMAP. À travers cette réunion tenue dans la résidence officielle du gouverneur, les membres de la commission, après examen de la situation générale des entreprises minières, aucune d'elles n'a de cahier de charges au bénéfice de la communauté tel que le veut le code minier congolais. Ils se sont engagés, ils ont signé un document. Là, c'est avant l'octroi. Moi, je pense qu'il y a une province où le climat des affaires est assaini, c'est le Olomami. Comment accepter que quelqu'un qui a commencé depuis 2010, il est là 2015 avec un titre, sans observer une quelconque loi de la République, puisse encore dire non, on met tracasse, on fait ceci au cas où on prenait une mesure draconienne. Je pense non. À noter qu'aucune entreprise minière ne s'est pointée à cette réunion. Attitude qui frise le manque de collaboration franche entre l'exécutif provincial et les entreprises minières. Un moratoire de 4 jours est accordé à ces entreprises pour qu'elles se présentent à Kamina au risque de subir la rigueur de la loi. Ces dernières devaient nécessairement soumettre un cahier de charges auprès de la population affectée par les activités minières. Son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, a fustigé ces comportements indignes, ces comportements qui ne reflètent pas vraiment un respect vis-à-vis du gouvernement provincial, international. Désormais, la population du Olomami doit bénéficier des avantages de son sous-sol. Et pour finir, voilà 8 ans jour pour jour que décédé Nelson Mandela à l'âge de 95 ans depuis son domicile à Johannesburg, militant anti-apartheid, prisonnier politique, prix Nobel de la paix et premier président d'Afrique du Sud post-apartheid, Madiba demeure une icône dans le pays et dans le monde, un modèle de lutte contre l'inégalité sociale en Afrique. Il a laissé un héritage politique important et sa mémoire continue de vivre notamment à travers la fondation Nelson Mandela qui pérennise sa vision et son idéologie. Place au rappel des principaux titres. Lutte contre la 4e vague de la Covid-19 en RDC, particulièrement du variant Omicron. Le renforcement des mesures existantes annoncé ce dimanche par le ministre de Communication et Médias. Il s'agit entre autres de la recommandation de vaccination à la population. Brazzaville, tripartite présidentielle RDC, Congo-Brazza et Angola. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu ce lundi 6 décembre pour la signature du protocole de collaboration énergétique entre les 3 pays. Voilà 8 ans jour pour jour que décédé Nelson Mandela à l'âge de 95 ans depuis son domicile à Johannesburg. Modèle de lutte contre l'inégalité sociale en Afrique, il a laissé un héritage politique important pérennisé par la fondation qui porte son nom. Le journal revient sur votre chaîne dans moins d'une heure. Excellente suite de nos programmes. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.